Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission, votre émission, intitulée, que vous connaissez d'ailleurs, Neurones, et sur la chaîne que vous préférez, la chaîne de la diversité, votre chaîne et surtout la voix de la diversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un invité spécial qui vient de France et qui est là ici à Montréal depuis quelques jours d'ailleurs, est venu pour assister à des journées internationales de la ventilation artificielle, et avec cette intitulé, vous devinez qu'il s'agit bien évidemment d'un médecin. Donc il s'agit bien évidemment du docteur Jean Lemarié, qui est spécialiste en anesthésiologie et aussi aux soins intensifs, ou plutôt, comme on dit en Europe, la réanimation. Il vient de France, mais il vient d'une ville qui est spéciale, et vous allez me corriger si je me trompe, qui est connue sous le sobriquet la ville de la douceur angevine, parce que le soleil apparemment là-bas il brille tout le temps. N'est-ce pas, docteur Lemarié? Tout à fait, Mohamed, tout à fait. C'est Angers, la douceur angevine. D'aucuns disent que peut-être la douceur est liée à ses femmes et à ses filles, mais la douceur angevine par le temps. Ben, merci d'abord, moi je vous le dis encore une fois, je réitère mes remerciements d'avoir accepté notre invitation et d'avoir aussi accepté de vous déplacer jusqu'aux nos studios aujourd'hui, puisque il faut le dire que vous aviez un programme trop chargé aujourd'hui au CHUM, parce qu'il faut bien le dire que les rencontres se déroulent ici à Montréal, au CHUM de Montréal, et que vous êtes venu, je le répète encore, de cette ville, Angers, qui se trouve en France. Vous qui êtes anesthésiologiste, c'est-à-dire spécialisé en anesthésiologie et aussi en soins intensifs et réanimation, vous participez à ces journées. D'abord, en quelques mots, ces journées qui entrent dans le cadre des activités de la Société internationale de la ventilation artificielle. D'abord, pour nos amis téléspectateurs, c'est quoi la ventilation artificielle ? Alors, la ventilation artificielle, c'est une technique qui permet d'assurer la survie de quelqu'un, d'une personne, d'un patient, qui est gravement atteint au niveau respiratoire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus respirer de façon adaptée et adéquate. Donc, on appelle ça la ventilation artificielle. Alors, ça regroupe plusieurs techniques, mais c'est basé sur surtout une technique qui consiste à mettre un tuyau dans la trachée. On met un tuyau dans la trachée, on gonfle la ballonnette de manière à étanchéifier ce tuyau, et on branche ce tuyau, donc l'intubation trachéale, la trachée, on branche ce tuyau à un respirateur ou un ventilateur, c'est la même chose, et qui va permettre d'assurer l'oxygénation du sang, c'est-à-dire on va apporter de l'oxygène au patient via ce tuyau directement dans les poumons, et ainsi extraire le gaz carbonique, car quand on respire, là, vous prenez de l'oxygène et vous rejetez du gaz carbonique. Très bien, donc si je comprends, donc c'est une machine en fait qui joue le rôle des poumons, donc que vous appelez respirateur. Ou ventilateur, tout à fait. Donc ventilateur. Donc en fait, c'est pour que nous comprenions, donc c'est cela dont il s'agit, c'est-à-dire la ventilation artificielle. Et bien évidemment, donc si on va rentrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes là, il faut bien le rappeler, dans le cadre justement de ces activités professionnelles, donc en tant que médecin, et c'est organisé par la Société internationale de la ventilation artificielle, qui regroupe des spécialistes qui sont venus d'Europe, d'Amérique et d'un peu partout. Et est-ce que vous pouvez nous résumer, je dirais peut-être avec des mots très simples pour nos téléspectateurs, quels étaient réellement, je dirais, les thèmes les plus importants durant ces journées, c'est-à-dire ça a porté sur quoi? Je sais pertinemment que les maladies respiratoires, ils sont multiples, elles sont nombreuses, mais par exemple, je peux citer, comme vous dites vous en Europe, la BPCO, autrement dit la bronchopneumopathie obstructive chronique, qui est appelée sous une autre appellation ici en Amérique du Nord et particulièrement ici au Québec. On ne dit pas la BPCO, mais on dit MPOC, c'est-à-dire maladie pulmonaire obstructive chronique. Bon, ma question, est-ce qu'il y a une différence entre ces appellations, entre l'Europe, entre la France, le Québec? Est-ce qu'il y a une différence, c'est-à-dire physiologique? Ou est-ce que c'est une appellation tout court? Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple,
nous éclaircir sur les thèmes, surtout les plus importants que vous avez traités durant ces journées? On a traité donc des techniques de ventilation artificielle, comme je l'expliquais, et aussi les maladies qui sont à l'origine d'être hospitalisées dans une unité de soins intensifs pour bénéficier d'une ventilation artificielle. Donc, vous avez des maladies infectieuses, par exemple la grippe, certainement grippe qui s'appelle en Europe, en France ou au Québec, la grippe. Donc il y a plusieurs types de grippe, mais la grippe chez des patients qui sont fragiles, immunodéprimés parce qu'ils prennent certains médicaments, etc., peut être très grave et nécessiter une ventilation artificielle. Vous avez la BPCO, comme vous l'appelez, MPOC, qui est exactement la même chose. Tout ça, c'est une question de terminologie. C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. En fait, c'est une dégradation, une altération des parois des bronches et des alvéoles. Le poumon a des petites bronches, des petits sacs qu'on appelle les alvéoles, et puis les bronches, c'est les petits tuyaux, et ils sont attaqués par le tabac, notamment, ou la pollution atmosphérique, et créent ainsi des lésions pulmonaire, bronchopulmonaire, bronchique et pulmonaire, qui fait que vous avez du mal à respirer, surtout à expirer votre gaz carbonique. Donc, des fois, de temps en temps, nécessité d'une ventilation artificielle. Justement, vous avez parlé des grippes, et il faut le dire qu'en ce moment, ici, par exemple, à Montréal, nous sommes en période du début de l'automne, donc c'est le début justement de malheureusement ces infections virales. Moi, ça me fait peur. Lorsque vous dites de la grippe, on peut arriver à quelque chose de très grave et qui nécessiterait éventuellement une hospitalisation, même aux soins intensifs, d'où justement cette possibilité de ventilation artificielle. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir une grippe, qui peuvent malheureusement évoluer, ou est-ce que c'est des personnes uniquement bien précises, telles que par exemple les personnes âgées, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui est plus exposée que d'autres? Alors comme je l'ai précisé, ce sont des patients dits fragiles, c'est-à-dire soit ils sont très âgés ou très très jeunes, les très très jeunes enfants, mais très très jeunes et qui sont aussi un peu fragiles parce qu'ils sont par exemple nés de façon prématurée, ou les personnes très âgées au-delà de 75 ans, en général ils ont d'autres maladies, ou des patients plus jeunes, des adultes, mais qui ont des médicaments qui diminuent leur défense immunitaire. Par exemple, certains patients greffés qui ont une greffe, ils ont besoin de lutter contre le rejet de leur greffe, ils ont des médicaments immunosuppresseurs qui diminuent leur défense immunitaire. Donc, ceux-là sont des patients plus à risque de faire des grippes. Alors, tout à chacun a certainement fait une grippe un jour. Bon, on a beaucoup de température, on a mal aux muscles, on n'est pas bien, et puis au bout de 4-5 jours, on récupère. Mais chez ces patients-là, ça peut prendre une tournure plus grave. Alors, justement, les poumons peuvent être attaqués par la grippe, et puis ça peut entraîner, les défenses immunitaires du poumon sont diminuées, il peut y avoir des surinfections bronchiques avec des germes un peu bizarres qui peuvent venir, enfin un peu inhabituels, pas bizarres mais inhabituels, et faire des grosses atteintes pulmonaires, des grippes pulmonaires, des pneumonies pulmonaires, qui nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs. En France, je pense que c'est, je ne sais pas au Québec, mais en France, les personnes âgées de plus de 65 ans ont le vaccin de la grippe, parce qu'il y a un vaccin, il y a un traitement efficace, c'est-à-dire préventif, donc c'est efficace, qui est la vaccination anti-grippe. Quand on est âgé de plus de 65 ans, c'est gratuit. Qui est préconisé, donc chaque année. Largement préconisé. Je pense aussi, voilà. c'est le cas. Et aussi, chez les personnes Québec. dites fragiles, dont on vient de donner un peu la typologie des patients. Et justement, j'allais en venir. Donc pour la vaccination, effectivement, c'est recommandé. Donc la vaccination, elle est là justement pour prévenir ces problématiques. Mais en fait, restons un peu peut-être toujours dans votre service. On va un peu voyager à travers votre présence, aller dans votre ville qui est Angers, qui est la douceur angevine. En fait, moi, ma question, vous, en tant qu'anesthésiologiste et réanimateur, quelles sont, c'est-à-dire les maladies
que vous rencontriez le plus dans vos services et qui finissent en fait par justement poser problématique dans les soins intensifs? Quels sont le type de malades que vous avez? Alors, il y a le type de malade, ça va être... Mais ça, c'est partout dans les pays occidentaux. Québec, France, Amérique du Nord, en général, sont des patients âgés. C'est surtout les patients âgés de plus de 80 ans. Nous, la moyenne d'âge dans le service, c'est de 72 ans, enfin 75 ans, la moyenne d'âge. Donc, c'est des personnes âgées qui ont en général des maladies associées, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires comme la BPCO ou un asthme qu'on appelle vieilli, c'est-à-dire qui a évolué depuis longtemps et qui ont plusieurs maladies associées et qui vont faire une décompensation soit de leur maladie, soit une infection grave, soit parce qu'ils sont fragiles, soit ils viennent dans un contexte opératoire, post-opératoire, c'est-à-dire ils ont été opérés, mais ces patients-là sont fragiles et ils risquent et ils évoluent de façon mal adaptée et ils nécessitent une hospitalisation en unité de soins intensifs. Justement, dans ce sens, moi, tout de suite, l'idée m'est venue à l'esprit, puisque vous êtes anesthésিologiste, il faut bien le rappeler, et vous travaillez toujours avec les drogues, hein, donc il faut bien les citer, donc kétamine, morphine, fentanyl, etc. Il ne faut pas oublier que ces drogues-là, aujourd'hui, ils sont devenus, je dirais, les médicaments les plus recherchés par les personnes qui en consomment, autrement dit les toxicomanes. Est-ce que aujourd'hui, vous dans vos services, est-ce que vous avez des personnes qui sont accros de ces produits-là et qui finissent malheureusement avec des overdoses, qui vont arriver aussi à finir dans les soins intensifs? Est-ce que vous avez cette problématique, comme ici au Québec, de la toxicomanie, par exemple? Alors la toxicomanie existe, hein. Alors la particularité de la France, c'est surtout, très probablement via la proximité du Maghreb, qui est un gros, surtout le Maroc, qui est un gros producteur de cannabis, c'est le cannabis. Donc tous les jeunes adolescents, beaucoup trop de jeunes adolescents ont eu affaire à fumer du cannabis. Voilà. Je ne dis pas beaucoup trop, c'est-à-dire on dit à peu près 30 à 40% des adolescents ont été en contact à un moment ou à un autre avec le cannabis. Est-ce que le cannabis est une porte d'entrée aux drogues dures? C'est décrié, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Toujours est-il que par rapport à l'Amérique du Nord, on a moins... La France a moins de drogues dures, ce qu'on appelle les drogues dures, c'est-à-dire le fentanyl, que je rappelle, est un dérivé de la morphine qui existe au bloc opératoire. Donc le fentanyl, l'oxycodone, qui est également une drogue, un morphinique, un dérivé de la morphine, qui est un médicament de la prise en charge de la douleur post-opératoire, la kétamine qui est également une drogue d'anesthésie. Donc ces drogues-là, enfin ces médicaments-là détournés, qui deviennent des drogues à but de toxicomanie, ne sont pas très présentes en France. On a donc, comme je l'ai dit, le cannabis. Ces drogues dures, on les a moins, on a plus l'héroïne ou la cocaïne, qui sont vraiment... Qui existent, sont très très forts, et les dérivés chimiques, c'est-à-dire les dérivés des amphétamines, via la proximité de la Belgique, des Pays-Bas, qui fournissent énormément en France de ces drogues dites chimiques, tous les dérivés de l'amphétamine, les NMDA et compagnie. Donc voilà, c'est un peu cette typologie, donc un peu différent. Je tiens à remarquer que dans l'Amérique du Nord, là, il y a une étude récente qui a objectivé que l'espérance de vie de l'Américain de moins de 50 ans a diminué pour la première fois. C'est-à-dire que tous les pays occidentaux, dont le Québec, enfin les pays dits occidentaux, ont une espérance de vie qui augmente depuis des années et des années, grâce à l'amélioration de la prise en charge en santé, l'amélioration des conditions d'hygiène, que sais-je. Et là, c'est la première fois que ça a diminué. Et ils ont trouvé deux facteurs. La crise de grippe H1N1 en 2005 et les overdoses morphiniques. Et ils ont tout à fait ciblé cette problématique. Alors, pourquoi on ne l'a pas en France?
Ça, c'est très difficile. Le comparatif, si on veut comparer, nous, quand on est médecin, prescrire un morphinique en France, ça demande une jonglerie technique, c'est-à-dire il faut des ordonnances spéciales, il faut presque montrer patte blanche, le patient vient nous voir, on a une prescription qui est limitée à 28 jours, etc. Il semble que dans les pays anglo-saxons, que ce soit beaucoup plus facile. Mais il y a beaucoup de reportages que j'ai vus de France, enfin fait aux États-Unis, où vous avez des villes entières, enfin Donc en fait, des boulevards entiers où des médecins prescrivent trop facilement. C'est là des facteurs, on va dire, qu'il faut peut-être revoir ce côté-là. Oui, c'est cette notion. C'est-à-dire ma question aussi, est-ce que en France, puisque vous pratiquez là-bas, est-ce qu'en France qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils consomment une drogue bien précise, comme par exemple ailleurs, on parle de l'ecstasy, on parle de... Est-ce qu'aujourd'hui en France, la jeunesse, je dirais en France, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui consommatrice d'une drogue bien précise? La jeunesse, moins de 20 ans, c'est la drogue facile, malheureusement à se procurer, c'est le cannabis. La drogue comme la cocaïne, c'est la population du jeune travailleur ou du parisien bien introduit. On a 30 ans, 35 ans, c'est la cocaïne qui va nous aider à travailler, qui est un excitant intellectuel. Ça, c'est très bien déterminé. Et puis, il y a les drogues chimiques qui commencent à rentrer, parce qu'effectivement, pas cher, comme l'ecstasy, les dérivés du NMDA. Mais vraiment, ça commence tout doucement, la kétamine, ce genre de drogue commence. Mais la kétamine, c'est plus par Internet, où là, ils essaient de l'avoir. La kétamine est très réglementée en France. C'est une drogue qui fait partie des blocs opératoires. Donc en France, il y a un coffre-fort dans chaque bloc opératoire. Il faut montrer patte blanche pour aller chercher nos médicaments qui vont servir à endormir les patients. Donc c'est vraiment c'est bien surveillé. Oui, très lourdement surveillé. C'est très difficile les dérives sont très difficiles. Un patient, une ampoule de dérivés de morphine ou de kétamine, c'est très difficile Alors, ça peut se faire en amont, au niveau de la production, ou au niveau des pharmacies, des hôpitaux, c'est exceptionnel. Moi, en 20 ans de métier, j'ai entendu une fois une histoire, c'était un brancardier qui volait dans la pharmacie, mais c'est exceptionnel. Mais c'est vraiment bien contrôlé, bien surveillé, oui. etc. En fait, c'est contrôlé. Peut-être une dernière question à propos justement de ces drogues, puisque maintenant c'est devenu un phénomène mondial, il faut bien le dire. Donc malheureusement, c'est problématique, puisque c'était l'un des thèmes qui a été abordé dans cette ventilation artificielle au niveau des malades qui finissent par des overdoses. C'était ça pourquoi je insistais un peu à vous poser cette question. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que les overdoses que vous recevez éventuellement, est-ce que généralement est-ce qu'ils s'en sortent? Voilà, c'est ma question. Est-ce que c'est des patients qui reviennent à la vie, ou le taux de mortalité, j'allais dire? Alors, les overdoses, c'est une population jeune. Alors, il y a deux populations. Il y a l'overdose, c'est le jeune adulte, 30 ans, qui s'est trompé, qui a acheté une mauvaise drogue, qui fait un accident aigu, mais qui est en bonne santé, qui est socialisé au niveau professionnel, qui a un travail, qui s'est trompé, qui fait une overdose. Donc, lui a beaucoup plus de chances de s'en sortir de l'autre population qui est entrée dans la toxicomanie, désocialisée, et qui malheureusement, tous les jours, va devoir trouver sa drogue, qui en général ont des pathologies associées, comme l'hépatite C, les maladies sexuellement transmissibles. Ne parlons pas du HIV, SIDA. Enfin, voilà, des polypathologiques. Ceux-là, comme je disais avant, les patients plus fragiles sont plus fragilisés. Donc quand on est fragile, la ventilation artificielle est une bonne mesure, mais la fragilité fait que vous avez moins de chances que la population plus jeune qui fait un accident d'overdose. Voilà. Mais après, souvent, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller aux soins intensifs, on peut mourir avant. C'est ça la problématique. Justement, donc, puisque on va parler aussi, on va citer maintenant
surtout la question de la BPCO que vous dites, donc la bronchopneumopathie obstructive chronique, qui a fait aussi l'objet, mis à part la toxicomanie et les gens qui finissent par overdose dans les soins intensifs. Ils ont cité qu'il y a eu beaucoup aussi de malades qui sont BPCO et qui malheureusement évoluent vers les soins intensifs et cette ventilation artificielle, la BPCO qu'on appelle ici la maladie pulmonaire obstructive chronique. Et il faut le dire que malheureusement cette maladie est liée, j'allais dire, étroitement à la consommation aussi d'une autre drogue qu'on appelle le tabac. Parce qu'il faut le dire que le tabac aussi est considéré comme une drogue. Donc ma question, est-ce que vous voyez de plus en plus de BPCO qui malheureusement sont secondaires à la consommation excessive du tabac? Alors, la consommation de tabac en France a diminué chez une certaine population, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites, diverses lois, et surtout le prix du tabac. On a fait un peu comme l'Australie, on a mis le prix du tabac très très fort, ce qui fait que ça a diminué la consommation des jeunes. C'est toujours l'entrée dans le tabagisme du jeune, de l'adolescent. Alors ça, on va le voir, puisque la maladie chronique obstructive, la BPCO, mais il faut une certaine durée de contact avec le tabac pour avoir les lésions pulmonaires. Donc, on le verra plus tard, ces mesures-là. Mais c'est objectivable potentiellement en faisant des études statistiques. Par contre, effectivement, on a des adultes maintenant qui ont 50, 60, 70 ans, qui ont eu des années de tabagisme actif, plus ou moins passif aussi, parce qu'il y a le tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'est quand vous êtes en contact avec un fumeur, type même un bar. Eh bien, là, vous avez effectivement cette population-là, précisément, qu'on retrouve dans toutes les réanimations françaises et d'ailleurs. Et ça, c'est une population très particulière parce que c'est une population, ce sont des gens qu'on va revoir de façon récurrente. Ils vont faire ce qu'on appelle une première décompensation qui vont nécessiter qu'on les prenne en charge. Ils vont sortir, on va mettre en place des actions thérapeutiques au domicile et puis ils reviennent parce que même si le tabagisme est arrêté, ce qui est très difficile, on le sait, je pense que tout le monde est capable tout le monde le sait, eh bien, c'est comme si la maladie continuait à évoluer aussi. Continue à évoluer parce qu'il y a la pollution, il y a d'autres agresseurs pulmonaires qui vont agir. Une infection, quelle qu'elle soit, sur un poumon très fragile, toujours la notion de fragilité, sur un poumon fragile, va créer une décompensation respiratoire. En fait, toujours dans ce sens, puisque moi je suis en train de voir les thèmes qui ont été abordés durant cette rencontre. Il faut le rappeler que vous assistez depuis quelques jours aux journées, au congrès international de cette ventilation artificielle qui regroupe plusieurs spécialistes ici à Montréal. Alors, vous, en tant qu'anestésiologiste, c'est-à-dire quelles sont généralement les grandes urgences respiratoires que vous rencontrez? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, en matière, ce qu'on appelle les pneumothorax, ça veut dire de l'air qui surgit au niveau des poumons et que vous êtes appelé évidemment à décomprimer, c'est-à-dire à faire une décompression aux urgences rapidement. Quelles sont réellement les urgences types que vous rencontrez le plus souvent dans votre pratique? Il y a deux urgences, vraiment qui vont accaparer nos lits de réanimation. C'est effectivement les décompensations respiratoires d'une insuffisance respiratoire chronique obstructive, une maladie obstructive grave qui a évolué au fil du temps et qui est devenue avec un retentissement majeur au quotidien. Et là, un moindre problème fait décompenser les patients, nous amène à les prendre en charge avec ventilation artificielle. Et aussi, la deuxième pathologie, c'est les problèmes infectieux. Donc les problèmes infectieux sur un poumon sain ou un poumon lésé, comme on vient de le parler, maladie chronique obstructive, qui fait qu'il y a une telle infection pulmonaire, c'est que l'oxygénation du sang ne peut pas se faire. Et là, on a ce qu'on appelle une détresse respiratoire aiguë. Détresse respiratoire, c'est-à-dire que le patient ne peut pas assurer son oxygénation de son sang. Et là, on doit le prendre en charge pour une ventilation artificielle. Mais justement, c'est-à-dire, j'ai assisté, comme vous, aujourd'hui, pour des personnes qui, malheureusement, en plus de cette ventilation artificielle,
n'arrivent pas à améliorer leurs conditions et qu'ils finissent par ce que vous appelez vous, c'est-à-dire la circulation extracorporelle ou la filtration extracorporelle du son, qu'on appelle l'ECMO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes très simples ce que cela veut dire ? Alors l'ECMO, c'est tout à chacun, nous sommes en train de respirer, il y a de l'oxygène que nous prenons, qui va servir à oxygéner nos organes, et puis nous respirons, nous expirons du gaz carbonique. Et quand les poumons ne peuvent pas faire ce travail minimum, eh bien on fait ce qu'on appelle une technique d'ECMO, c'est-à-dire une technique de circulation extracorporelle, c'est-à-dire on met un cathéter au niveau de la veine fémorale, au niveau du creux inguinal, cathéter, et puis c'est-à-dire un tuyau qui va voilà. servir à prendre le sang, et puis faire les échanges qu'on vient de dire, oxygénation, puis enlever le gaz carbonique, et on réinjecte ce sang qui est désormais intéressant, on le réinjecte dans un autre cathéter, un autre tuyau au niveau de la veine jugulaire. Donc on met le sang dans un circuit extérieur, on le nettoie, on lui donne de l'oxygène et on le réinjecte. Donc le poumon ne peut pas faire ce travail-là, c'est une machine qui va le faire. Donc c'est une machine effectivement qui est là au chevet ou à côté du patient, et que le patient va être branché à cette machine à travers des tuyaux, hein, c'est ce que j'essaie de comprendre, et que le sang, donc, il va sortir carrément du corps, qui va y aller à la machine, et qui va être effectivement oxygéné, et qui va faire le travail du poumon, et puis il va revenir. Donc, est-ce que vous en faites beaucoup, c'est-à-dire en France, comme dans les pays nord-américains, il en est fait. On est au stade où on se pose la question, comme ça a été très bien décrit cet après-midi, est-ce qu'on peut le faire à tous les patients? Non, bien entendu, parce qu'il y a des complications liées à cette technique. Toute complication en médecine, enfin tout geste qu'on fait en médecine, on doit toujours se poser la question, quel bénéfice on veut en tirer et quels sont les risques? Et l'ECMO n'est pas dénué de risques quand même, parce qu'il y a un risque infectieux, un risque d'hémorragie, parce que le sang qui va à l'extérieur, il peut coaguler dans la machine, c'est-à-dire faire des caillots. Il y a beaucoup des complications qui sont liées à la technique. Donc il faut toujours peser le pour et le contre. Et il semble que chez une petite population de patients jeunes qui commencent un petit peu à avoir des poumons très altérés, peut-être que cette technique-là sera intéressante. Donc ne faisons pas « Ah, c'est la technique merveilleuse, elle va sauver tous nos patients ». Non, bien entendu. Et ça servait de faire cette mise au point, était très importante. On est au début de l'utilisation de ces techniques, je pense, en ventilation artificielle. Il faut savoir qu'elle existe depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle la CEC, circulation extracorporelle, lorsqu'on fait une chirurgie cardiaque. Mais là, c'est tout à fait différent. C'est le même concept. Mais pourquoi? Là, c'est plus les poumons qu'on va plus utiliser parce qu'ils sont malades, c'est parce qu'on va opérer le cœur. Donc on fait exactement, le travail pulmonaire va être fait, mais le cœur, on le laisse au ralenti parce que les chirurgiens vont l'opérer. Ça, c'est autre chose. Donc c'est tout à fait autre chose. Mais elle existe depuis longtemps, mais on l'a adaptée aux soins intensifs, le même principe, et on l'a effectivement adapté pour une autre pathologie, non plus une pathologie cardiaque, mais une pathologie pulmonaire. Donc et grâce à l'amélioration de la technologie qui permet d'avoir des machines plus souples, plus utilisables au quotidien. Donc en abréviation, ECMO, E-C-M-O. Voilà. Ça veut dire une circulation extracorporelle à travers une membrane. Exactement. À travers une membrane. Voilà, pour que les gens ne confondent pas effectivement avec la CEC, qui est la circulation extracorporelle en cas de chirurgie cardiaque, parce qu'il faut que le cœur s'arrête, etc. Et qu'à ce moment-là, il faut que le sang soit dérivé dans une machine pour qu'il retourne. Ça, c'est la circulation extracorporelle. Et je pense que, comme vous venez donc de le préciser, qu'à travers ce principe, ils ont développé justement cette technique qui, elle, maintenant, va faire le travail des poumons. C'est-à-dire faire les échanges gazeux. Comme on dit, les échanges gazeux, c'est-à-dire avoir de l'oxygène dans les cellules, dans le corps, et puis faire sortir effectivement le CO2. Donc faire le travail. Et ça, je dirais, c'est vraiment extraordinaire. Mais ma question, puisque c'est une technique qui est merveilleuse, qui est formidable, mais combien ça coûte? Est-ce que c'est vraiment... c'est ça ma question. C'est-à-dire, oui, je sais qu'on ne peut pas donner un prix direct, on n'est pas des gestionnaires, mais ce qui est certain, c'est que est-ce que tous les malades qui se trouvent dans cette situation dramatique, je dirais difficile,
est-ce qu'ils pourraient tous, sans exception, bénéficier de cette technique? Oh, plutôt parce que ça coûte un peu cher, parce que ça demande beaucoup de matériel, je pense, et beaucoup de staff. Donc, est-ce que vous avez des critères? Comment... Comme je viens de le dire, les critères, les critères d'indication de l'ECMO sont plutôt le sujet un peu plus jeune, sans grande pathologie associée, qui présente une pathologie respiratoire aiguë, grave. Mais on est au début de la situation. Si le patient est déjà intubé avec une ventilation prolongée et que ça devient très très grave, cette population-là ne peut pas en bénéficier parce que n'en faisons pas encore une fois un miracle. C'est une assistance ventilatoire très intéressante chez cette population-là. Ça, on l'a déterminé parce que la médecine, c'est pas tiens, j'ai une petite technique, je vais l'utiliser. Non, c'est surtout bien évaluer et trouver les indications. Et là, il semble, je dis bien il semble, qu'on ait une indication, c'est cette population-là. Le patient de 90 ans qui fait une décompensation respiratoire grave, parce qu'il a cette fragilité associée à côté, ne pourra pas en bénéficier. Et donc il y a le coût humain, il faut faire attention au coût humain dans le sens ne pas l'utiliser à tort et à travers, parce que c'est une technique qui est assez lourde. C'est-à-dire c'est pas simplement je branche à une machine, il faut quelqu'un à côté assure le fonctionnement de la machine. On ne peut pas en faire 10 dans une réanimation, on en fait il peut y avoir un seul patient en général dans une réanimation. Donc le coût humain, qu'il soit au niveau des professionnels ou du patient, il faut bien peser le pour et le contre. Et puis effectivement, bon, il y a un coût financier. Oui, on ne peut pas en faire pour tout le monde parce que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, justement pour les raisons que je viens de dire, faire pour tout le monde parce qu'on a les sous, et puis s'apercevoir que finalement, au bout de 10 ans, ça ne sert pas à grand-chose chez 95% des populations, c'est inacceptable. C'est ça. Donc justement, en matière toujours de cette évolution, je dirais technologique, tout à fait. Ces techniques performantes qui ne cessent de se développer, vous, puisque vous êtes en anesthésiologie, ça nous intéresserait encore les techniques, je dirais, les plus récentes. Est-ce que aujourd'hui, vous endormez tous les malades? Ou est-ce qu'il y a des techniques où je peux rester éveillé et que je peux être opéré? Alors, voilà, ça c'est aussi des questions des personnes qui vont vous dire, moi je veux être opéré, mais j'aimerais bien avoir une anesthésie, je dirais, partielle ou locale, ou appelez-la comme vous voulez, mais je redoute l'anesthésie générale. Enfin, en tant qu'anesthésiologiste, je pense que vous comprenez. Tout à fait. Alors, l'anesthésie s'est nettement améliorée, et puis l'acte chirurgical, les chirurgiens aussi ont nettement amélioré leur technique. Désormais, on peut opérer et endormir, et même moi, quand j'ai commencé, par rapport à 20 ans, on endort des patients de plus en plus fragiles. Alors ça tient à quoi? Parce qu'on est meilleur. Oui, certainement, les techniques se sont améliorées. Alors dire, c'est une anesthésie partielle, ça va être moins grave, je pense qu'il ne faut pas dire ça. C'est simplement, on évalue mieux les patients. Quand vous allez vous faire opérer, qu'est-ce que l'anesthésiste va faire? Il va évaluer le bénéfice que vous attendez du geste chirurgical. Ça, c'est le chirurgien qui va vous dire, voilà pourquoi je vais vous opérer, parce que vous avez ça, et voilà pourquoi je vais vous opérer. Et puis nous, notre métier anesthésiste, c'est de dire, le bénéfice, ok, j'ai bien compris ce qui allait se passer en l'endormant, je vais améliorer les choses. Quels sont les risques? Il y a 3 types de risques. En fait, maintenant, il y a le risque lié à l'anesthésie. Le risque lié à l'anesthésie, il est très faible. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, vous avez 100 à 150 fois plus de risque d'avoir un gros problème mortel que par rapport à bénéficier d'une anesthésie. C'est vraiment, la voiture est plus dangereuse que l'anesthésie. On est vraiment, on atteint des niveaux très très faibles de risque de mourir parce que j'ai été endormi. Donc maintenant, c'est vraiment très très faible. Deuxièmement, ça c'est le risque anesthésique. Donc, quelles que soient les techniques d'endormir partiellement, un bras, ou alors techniques d'anesthésie générale, qui sont désormais presque équivalentes.
en termes de risque, parce qu'on parle toujours du risque. Le bénéfice, on en a parlé, le risque. Le risque lié à l'anesthésie. Ensuite, vous avez le risque lié à l'acte chirurgical. Bon, le chirurgien, il en parle, il va dire, ça peut saigner, il peut y avoir un risque de phlébite, c'est-à-dire un caillot dans un vaisseau, puis ça va dans les poumons, et puis ça peut être grave. Donc l'embolie pulmonaire, phlébite, tout le monde en a entendu parler. Donc le risque chirurgical, il est faible, il s'est nettement amélioré. Et en fait, quel est le plus grand risque? C'est le risque lié au patient. C'est-à-dire, c'est vos antécédents. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient parce qu'il a 90 ans, c'est un facteur de risque. On a un cœur de 90 ans, des poumons de 90 ans, même si on est en excellente forme, on va avoir quand même les organes qui ont leur âge. Il va y avoir tout ce que je parlais, les maladies vous fragilisant, c'est-à-dire une hypertension artérielle, un tabagisme, une bronchopneumopathie, des maladies, une atteinte du cœur, j'ai fait un infarctus. Tout ça, ce sont les pathologies qui font que quand on va les endormir, il ne va rien se passer au bloc opératoire. Parce qu'au bloc opératoire, vous êtes dans les meilleures conditions. Vous avez un professionnel qui vous a endormi, vous dormez. Donc quand on dort, on n'a pas trop de problèmes. Ça va être au niveau du réveil qui va se passer, les problèmes vont se passer, et surtout quand vous allez être dans votre chambre en train de poursuivre la réhabilitation, etc. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les maladies que vous avez, les fragilités que vous avez, eh bien, elles peuvent se dégrader au fil du temps et puis créer des problèmes. Et désormais, les problèmes sont liés aux patients. C'est-à-dire à leurs antécédents. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce que, oui, j'ai eu mon voisin, j'ai 90 ans, j'ai une maladie cardiaque, j'ai une maladie bronchiteuse chronique, j'ai des tas de choses, plein de médicaments qui vont interférer, puis j'arrive et puis je veux avoir une prothèse de hanche. Ah oui, prothèse de hanche, c'est un acte chirurgical quand même qui peut saigner. Il vous a dit, le chirurgien. Oui, mais j'ai eu mon voisin, il galopait après en post-opératoire, tout allait bien. Et justement, c'est ça ce genre de questions, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui vous posent la question, ou plutôt qui posent toujours cette fameuse question. Moi, je suis âgé, j'ai 90 ans, ou j'ai ma mère, ou j'ai mon père, bon, je ne vais pas l'opérer. Est-ce que vraiment, l'âge, c'est une, je dirais, limite pour une intervention, alors que peut-être ça nécessite une intervention pour effectivement quelqu'un qui a 90 ans et qui a peut-être une fracture du col, alors que tout simplement son fils a décidé de ne pas l'opérer parce qu'il a 90 ans. Est-ce que... Alors, il n'y a pas de critère. Moi, j'ai endormi des centenaires pour de la chirurgie cardiaque. Donc, 100 ans, chirurgie cardiaque, acte de chirurgie cardiaque, c'est assez lourd. Mais le patient n'avait aucun antécédent, était bien dans sa tête, aucune maladie particulière. Donc, c'est le cas par cas, en fait. Et voilà, c'est le cas par cas qu'on doit décider. Mais en tenant compte toujours le bénéfice qu'on en attend et les risques. Et si vous avez une balance qui est merveilleusement en faveur du bénéfice parce que le patient va en tirer un énorme bénéfice et le risque, vous le considérez comme très faible, eh bien là, vous allez dire au patient, bon, écoutez, le risque est faible, je pense que ça vaut vraiment le coup, il y a un énorme bénéfice. Et quand cette balance, eh bien malheureusement, le bénéfice est peut-être pas évident, et puis vous avez un risque qui est trop fort, là c'est au patient, il faut lui expliquer, parce qu'il est pas bête le patient, il comprend tout, il faut lui expliquer, voilà, vous avez un bénéfice, bon, et puis le risque, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et moi je parle ouvertement comme ça, des fois on demande aux enfants de venir faire un conseil de famille, de voir, hors urgence bien entendu, de discuter, parce que le patient il a le droit de dire, écoutez, voilà, j'ai une hanche qui est fatiguée, mais moi aussi je suis fatigué, je décide de ne pas me faire opérer, j'accepte ma hanche qui est un peu une coxarthrose, comme on dit, une hanche un peu fatiguée, j'accepte parce que je pense que j'ai pas envie de subir un risque potentiel. Il faut dire que toute chose dans la vie a des risques. Le risque zéro, comme on dit souvent, n'existe pas. Mais en fait, vous venez donc de le préciser, d'où l'importance de ce que vous appelez, ou de ce qu'on appelle d'une manière générale, l'examen pré-anesthésique. Voilà. C'est ça, donc je pense que le message important, c'est l'examen pré-anesthésique est vraiment crucial pour prendre une décision et surtout pour aussi expliquer justement au patient, quel que soit son âge, quel que soit son état, les risques et le bénéfice. Et effectivement, c'est cette balance
qu'il faut donc voir. Donc justement, toujours dans ces journées, puisque le programme, j'ai dit, a pris plusieurs thèmes, on parlait aussi de la réanimation cardio-respiratoire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vous disent qu'il faut faire des compressions, il y a d'autres qui vous disent qu'il faut peut-être faire moins de compression. Donc j'ai remarqué que les avis sont différents en matière de la réanimation cardio-respiratoire. Il y a des personnes qui vous disent qu'il faut ventiler en même temps, qu'il ne faut pas trop comprimer parce qu'il va y avoir une obstruction des petites bronches et donc ça va rendre difficile les échanges gazeux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi à nous dire dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut aussi favoriser les appareils qui sont mis sur le marché en matière de la réanimation cardio-respiratoire, ou bien quelle est votre expérience là-dessus? Alors, parce qu'on parlait de l'arrêt cardio-respiratoire, disons tous les 5 ans, la manière de faire l'arrêt cardio-respiratoire, dans le sens ventilé, c'est-à-dire apporter un petit peu d'oxygène et puis donc par la bouche, et puis le massage cardiaque, c'est-à-dire comprimé, tous les 5 ans ça change. Alors ça a encore changé récemment, c'est-à-dire la manière, le rythme. Quel est le rythme? C'est-à-dire 5 compressions, une insufflation. Donc ça change énormément. C'est pour ça que, et c'est très compliqué parce qu'en fait on s'aperçoit déjà nous professionnels, on voit bien lorsqu'on fait des simulations sur des mannequins. Oui. Eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément très bon. On a des difficultés. Alors j'imagine que tout à chacun qui même a reçu une formation, parce que pour nous ça commence à devenir obligatoire, etc., c'est très compliqué, d'accord? Donc bon, c'est pour ça qu'on essaye de faire une réanimation la plus simple possible, et à l'heure actuelle, c'est surtout assurer le massage cardiaque qui semble vraiment la priorité, le massage cardiaque, parce que en mobilisant la cage thoracique par les pressions, il va y avoir un petit peu d'air qui va rentrer et donc ça va assurer l'oxygénation suffisante. Faut pas que ça dure, donc le message, je pense que ça c'est l'intérêt général, qu'il faut toujours effectivement apprendre à réanimer. Et je pense que cette notion s'adresse au large public, à tout le monde. C'est-à-dire que je pense en 2018, tout individu, toute personne digne de ce nom devrait apprendre, je pense, que ce qu'on appelle la réanimation cardio-respiratoire. Donc ceci est important. Donc bien évidemment, il y a des détails professionnels, techniques et tout ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle les experts se rencontrent pour justement éclaircir certains points. Mais le RCR reste le RCR et les compressions devraient être, ces techniques devraient être généralisées partout. Voilà. Donc en France, on a le défibrillateur implantable dans tout lieu public. Il peut y avoir un défibrillateur implantable. Je pense que aussi chez vous c'est exactement pareil. Mais nous c'est beaucoup plus récent que dans les pays nord-américains. C'est depuis 5 ans où effectivement tout à chacun, et c'est très facile. Vous ouvrez la boîte, vous tombez sur la machine, vous mettez 2 plaques et puis c'est la machine qui fait tout. Donc ça, on sait que très précocement posé, on sauve des gens. Donc avec deuxième notion, masser. Au moins, si vous savez appuyer, masser, massage cardiaque, c'est déjà beaucoup. C'est des gestes simples et qui peuvent sauver des vies, effectivement. Exactement. Donc il faut dire défibrillateur, c'est la machine qui va donc stimuler le cœur par voie externe en donnant une impulsion électrique, et le cœur va être stimulé et va pouvoir assurer la circulation du sang. Voilà, donc ça c'est important. Il faut le dire que ce message, on ne cesse de le répéter parce que effectivement la réanimation devrait aujourd'hui être, comme vous dites, généralisée un peu partout. Apprendre à nager ou savoir faire un massage cardiaque, c'est la même chose. C'est important, oui. Donc oui, toujours dans les maladies, puisqu'on est dans des maladies surtout respiratoires. Donc il faut le dire que devant la BPCO, il y a aussi l'asthme, c'est important. Donc aujourd'hui, est-ce que
parce que vous savez que l'asthme est une maladie qui est chronique, il faut le dire, qu'on ne guérit pas, donc on vit avec, et elle est aussi simple et compliquée. Donc il arrive malheureusement que des fois des asthmatiques, soit peut-être par négligence, soit peut-être par absence de discipline, finissent par une complication qu'on appelle un bronchospasme, c'est-à-dire les bronches vont tellement se contracter, diminuer de calibre, que l'air ne peut plus circuler, ce qu'on appelle le bronchospasme, qui risque de mourir par asphyxie. Donc, qu'en est-il effectivement? Parce que généralement, ils finissent entre les mains des anesthésiologistes. Alors, qu'avez-vous à nous dire dans ce sens? Est-ce que vous avez beaucoup, malheureusement, d'asthmatiques qui sont non disciplinés, qui subissent et qui malheureusement évoluent vers cette problématique? Alors, dans ma partie d'anesthésie, on voit des gens qui sont asthmatiques, qui vont se faire opérer. De tout âge, asthme en général bien contrôlé, qui vont se faire opérer. Donc les particularités, on n'arrête pas le traitement, on continue, on renforce éventuellement le traitement. Et il y a des notions qu'on leur demande. Est-ce que vous avez fait une crise d'asthme grave qui a nécessité une hospitalisation? Ça, il faut bien comprendre que ces patients-là, ils sont, entre guillemets, dangereux pour nous. Tout patient asthmatique qui a été hospitalisé pour une crise d'asthme grave, celui-ci, pour les anesthésistes, il faut faire attention. Il mérite une attention particulière. Parce qu'il faut avoir un petit grelot, il faut dire, celui-là, attention. Bon, voilà, ça c'est la particularité. Et puis vous avez le sujet effectivement indiscipliné, qui ne se fait pas suivre et qui arrive aux urgences pour une crise d'asthme grave. Donc la crise d'asthme grave, c'est la répétition de l'asthme ou des troubles de conscience. Je commence à être somnolent, ça veut dire que mon cerveau n'est plus oxygéné. Et là, ça c'est grave. Il faut bien comprendre que quelqu'un que vous entendez, comme on dit, qui siffle, t'es asthmatique, oui, et puis qui commence à s'endormir et qui est en train de respirer comme ça, c'est grave. Ça veut dire attention, il faut vite l'emmener aux urgences parce que là, il peut décompenser très rapidement. Et puis, il faut qu'il aille dans une unité où on le prenne en charge correctement. Éventuellement avec une ventilation artificielle. Donc, alors, l'asthme grave, l'asthme est une pathologie qui est en augmentation. Alors, parce que aussi il y a le tabagisme, maladie bronchiteuse chronique, asthme, bon, tout ça c'est un peu lié. Le fumeur qui est asthmatique, il a deux problèmes, hein, la peste et le choléra, comme on dit chez nous. Donc c'est ça, donc deux facteurs, voilà, deux facteurs d'aggravation qui vont altérer son poumon. Et puis l'asthmatique, au fil du temps, il y a la pollution. Alors ça, c'est effectivement, on sait nous en France que dans les pays, dans les provinces industrialisées, Paris, les grosses villes, il y a plus d'asthmatiques. Ça, c'est bien déterminé. En campagne, les asthmatiques, il y en a beaucoup moins. Bon, voilà, en campagne où il y a moins de pollution atmosphérique. Donc, il y a une augmentation de l'asthme, de l'incidence de l'asthme, liée essentiellement à la pollution. Alors ça c'est une première chose. Pour les environnementalistes. Voilà. Et les traitements sont de plus en plus efficaces. Alors ça c'est vrai. Moi on rencontre. Alors en réanimation on a un biais de sélection parce que c'est les maladies, c'est les asthmatiques graves qui vont venir. Mais quand on parle aux pneumologues, les asthmes graves ont diminué parce qu'ils arrivent mieux à les contrôler en amont. Si le patient est observant, bien sûr, s'il prend bien ses médicaments. S'il ne prend pas ses médicaments, un jour, ça se passe mal. Et effectivement, ça peut mal se passer. Et puis, on les a, nous, en réanimation. Alors, on a plusieurs techniques, mais c'est l'asthme grave. Des fois, on est obligé de les endormir. C'est-à-dire, ils sont tellement... C'est-à-dire, leurs bronches sont tellement solidifiées, on n'arrive plus à faire passer l'oxygène ou le gaz carbonique, à l'enlever. Par la trachée, donc ils sont intubés, et on est obligé de les endormir pour vraiment les mettre au repos complet pour qu'on puisse les oxygéner. Et c'est voilà, les asthmes graves existent, sont toujours la même incidence. Dans les réanimations, j'ai parlé avec mes collègues, c'est toujours le même taux. Alors donc, comme la pollution augmente, il y a un peu plus d'asthme, très probablement, les médicaments sont plus efficaces, les gens sont mieux pris en charge. Mais il y a des égarés, ou il y a des gens plus fragiles, ou une grippe qui peut, chez un asthmatique, avoir plus de conséquences, pour rebondir sur ce qu'on venait de dire. Et justement, donc, en matière toujours de l'asthme, j'ai entendu parler d'une technique aussi, je dirais peut-être récente, hein, donc la thermoplastie. Est-ce que vous en faites en France? Non,
guère de thermoplastie, non, on en fait. Donc, oui, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a les différences entre les pays. C'est ça, donc il y a toujours des nouvelles techniques, mais ça, c'est pour les asthmes, je dirais, les plus graves, les plus sévères. Donc, oui, effectivement, il y a des techniques nouvelles qui commencent à être développées, mais toujours est-il que, est-ce qu'il y a de la prévention, c'est-à-dire, est-ce que dans vos services, par exemple, est-ce que vous insistez sur la prévention, comme vous dites, au niveau de l'environnement, au niveau de... Ah oui. Est-ce que vous intervenez dans ce sens, peut-être probablement avec les gens des écoles, etc. Est-ce que vous avez cette activité? Est-ce que... On a une activité de prévention, surtout chez les patients qui ont été hospitalisés, qu'on a quand même, parce qu'en général, l'asthmatique grave, c'est un sujet jeune, hein, qui a moins de 70 ans. Donc, lui, on lui fait la prévention. On essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a une grosse population, ils ont mal pris leurs médicaments, etc. Puis, il y a les plus dangereux des asthmatiques graves, c'est ceux où on n'a pas la cause. C'est-à-dire, ils décompensent brutalement. Alors, ceux-là sont extrêmement, entre guillemets, dangereux pour eux-mêmes, hein, surtout. C'est pas pour nous, c'est pour eux-mêmes. Et cette population-là ne bouge pas, est toujours la même. Et là, on doit faire en amont, leur dire, attention, il faut revoir votre traitement, etc., etc. On intervient aussi également avec les pneumologues. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des formations avec les professionnels de santé ou les tabacologues, etc., pour dire attention, parce que tabac, asthme, ça fait beaucoup. Donc attention, ne rajoutez pas un gros facteur de risque, l'observance des médicaments, etc., quoi. Justement, une question, parmi les questions qui reviennent souvent, c'est surtout est-ce que je puis être opéré avec des risques de problèmes ou sans risque? Moi, je dirais, par exemple, une femme enceinte asthmatique. Comment vous allez l'endormir une fois où, admettons, cette femme enceinte et qui nécessite un acte chirurgical? Donc, alors, une femme enceinte, la particularité, c'est que elle est enceinte, donc il y a toujours cette dualité. Il y a le bébé et il y a la femme. Donc ça, c'est toujours... la maman, voilà. Donc il faut toujours s'occuper des deux, avoir cette arrière-pensée, s'occuper des deux. Et effectivement, on va privilégier... Chez l'asthmatique, il est plus fragile au niveau pulmonaire. Donc dès que l'on peut, il faut privilégier les techniques d'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire endormir qu'une région. Donc, par exemple, j'ai un problème, j'ai une fracture du poignet, eh bien, on va encore plus privilégier chez la femme enceinte ou une personne âgée qui a des problèmes respiratoires, l'endormissement partiel. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas du tout interférer avec les poumons. Quand on endort quelqu'un, c'est une technique de ventilation artificielle, c'est-à-dire on endort quelqu'un, il ne peut plus respirer. Il est dans une sorte, j'aime pas trop ce terme-là, coma, parce que les gens ont peur, mais il est tellement endormi qu'il ne peut plus respirer. Donc on met un tuyau dans la trachée, la technique que j'avais décrite au départ, et puis on branche un ventilateur, un respirateur. Mais là, c'est pas parce que le poumon est malade, c'est parce que le patient est tellement endormi qu'il ne peut plus faire ce travail. Il est paralysé. Il est paralysé. Il peut être paralysé en plus avec des curares, donc il ne peut plus faire ce travail. Donc on le branche à un respirateur. C'est ce respirateur qui va faire les échanges, comme on disait, gazeux. Bon, ça c'est l'anesthésie générale. Mais chez quelqu'un, une femme enceinte qui est asthmatique, il faut essayer d'essayer de court-circuiter les poumons, entre guillemets, de ne pas l'agresser. L'anesthésie est un facteur un petit peu non pas aggravant, mais ça peut être l'épine irritative qui déclenche une crise d'asthme. Donc évitons les problèmes. Moi je dis toujours aux patients, évitons les problèmes. Donc une fracture du poignet, on vous endort que le bras. Et puis si c'est une fracture de cheville, on vous endort que le bas. Et ce sera d'autant mieux pour l'enfant, parce que le stress est moindre chez le bébé quand on endort partiellement que par rapport à une anesthésie générale. Il y a toujours le risque, l'anesthésie générale, de se dire « Ah ben oui, mais elles le disent très bien les mamans, oui, mais les médicaments d'anesthésie, oui, ils vont dans le placenta, le bébé le prend, mais il les élimine comme tout à chacun, et puis ça part dans la circulation de la maman, mais il y a toujours un petit risque, et puis ça dépend du moment de la grossesse, mais des fois, les premiers 3 mois, il y a toujours un risque qu'elle fasse ce qu'on appelle un avortement spontané, une fausse couche, comme on dit en France, c'est quelque chose, c'est une période à risque. Et puis vers la fin,
elle peut déclencher son travail. Donc c'est plutôt le deuxième trimestre qui est un peu plus calme pour nous. Et puis les deux extrêmes sont toujours des situations, enfin des moments qui sont un peu délicats chez la femme enceinte qui doit se faire opérer. Voilà. Et surtout, évitons le plus possible, alors quand c'est un accident, une fracture du poignet, mais quelqu'un qui dit je suis enceinte, j'ai des dents de sagesse, on lui dit non, vous allez attendre. Attendez donc, parce que voilà, évitons le risque. Exact. Qui est très très faible, comme je l'ai dit, le risque de l'anesthésie. Femme jeune qui va accoucher, qui a un enfant, mais c'est quand même une situation où, hors urgence, on tempère la volonté de la patiente de se faire opérer, ça c'est sûr. Justement, donc, puisque c'est une question qui revient souvent, je suis surtout chez des personnes, des familles, j'ai une femme enceinte, toujours on va dire, lorsqu'il s'agit de chirurgie, on a énormément peur. Donc je pense que ça aussi c'est important de... disons, de développer surtout cette communication, et d'où l'importance justement de ces examens qu'on vous dit pré-anesthésiques pour évaluer les risques. Mais puisqu'on est toujours dans l'anesthésie, vous avez parlé de l'anesthésie loco-régionale, justement, il y a beaucoup de ces questions qui se posent aujourd'hui. On vous dit même lorsque les femmes vont accoucher, elles vont dire moi je préfère l'épidurale. Donc c'est quoi l'épidurale? Si l'épidurale, c'est une technique qui consiste à mettre un petit cathéter au niveau, c'est faire une petite piqûre dans le bas du dos au niveau lombaire, qui consiste à mettre, ça c'est notre technique, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on met un cathéter au bon endroit et on va injecter un anesthésique local. Je pense que tout le monde a eu une anesthésie pour les dents. Vous savez, quand on a la bouche qui est un peu baveuse, la péridurale, l'épidurale consiste à mettre ce petit cathéter au bon endroit. L'épidurale, ça c'est notre technique d'anesthésie. Le cathéter va être près des racines nerveuses, et en injectant cette anesthésie locale, on va, alors en injectant la bonne dose, la bonne quantité de produit, on va supprimer les voies de la douleur. Quand une épidurale est bien positionnée pour une femme qui va accoucher, dans le cadre d'un travail, c'est ce qu'on appelle presque l'épidurale ambulatoire. La bonne épidurale pour accoucher, c'est presque la femme peut marcher. C'est-à-dire qu'elle peut marcher. La quantité de produit ne bloque pas la motricité. Les femmes sentent qu'elles ont des contractions, mais elles n'ont pas mal. Ça, c'est le niveau optimal, c'est notre Graal à nous, entre guillemets. C'est vraiment contre la douleur. Et puis, imaginons le gynéco-obstétricien dit « Oh, ça se passe mal, il faut faire une césarienne ». C'est ça ce qui est magique dans l'épidurale, c'est-à-dire que, une césarienne, c'est-à-dire il faut sortir l'enfant plus ou moins rapidement. Et là, dans ces cas-là, l'obstétricien dit on va faire une césarienne. Et là, nous, par ce petit cathéter qui est en place, en général, qui sort ici, qui vient au niveau des vertèbres lombaires, eh bien, on va injecter une dose plus forte. Et là, dans ces cas-là, la patiente, la femme qui va accoucher, dit bien j'ai du mal à sentir mes jambes. Je sens moins bien, et puis le niveau de l'épidurale va monter à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'estomac, quand c'est bien dosé, etc. Ça, c'est notre métier. Et puis là, on va pouvoir faire les césariennes. Et la femme, dans ces cas-là, peut bénéficier d'une anesthésie, alors qu'avant, elle avait une analgésie épidurale pour le travail, pour enlever les douleurs de son travail d'accouchement. Et là, ce coup-ci, on passe à une anesthésie loco-régionale, la région, le bas du corps, et on peut réaliser la césarienne, c'est-à-dire le chirurgien opère, enlève l'enfant, et la femme est là, assiste à l'accouchement, tout à fait consciente. Et n'a pas mal. Donc ça, c'est le côté magique de la péridurale, parce que dans le jargon, on dit toujours, en anesthésie, il dit toujours, toute femme qui accouche doit pouvoir bénéficier d'une césarienne dans les meilleurs conforts. Ça peut se terminer en césarienne. Et effectivement, tout d'un coup, le gynéco-obstétricien, pour des raisons X ou Y obstétricales, vite, il faut faire une césarienne. Et là, c'est quand on a ce cathéter, eh bien là, on peut, en injectant une dose plus forte, on peut faire la césarienne dans d'excellentes conditions, parce qu'on sait qu'une césarienne en urgence, l'anesthésie générale, c'est une technique qui est... la femme n'a pas vu son enfant. Et c'est vrai que c'est traumatisant. Vraiment, pour ça, et on sait qu'aussi c'est une anesthésie générale qui est pas très bien adaptée, qui est un peu, qui est pas très jolie, en fait. Voilà. Donc finalement, je dirais que l'épidurale, vous l'utilisez pas uniquement pour les accouchements. Non, ça s'utilise justement.
l'asthmatique bronchiteux chronique qui va bénéficier, par exemple, d'une prothèse de genou. Cette technique-là est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas du tout avoir une ventilation artificielle anesthésique pour pouvoir l'endormir. On n'endort que le bas, et ainsi, on ne va pas du tout interférer avec la ventilation classique que le patient a, la ventilation spontanée que nous avons tous là actuellement. Donc, on ne va pas du tout interférer avec les poumons. Donc, c'est une technique qui va être beaucoup plus bénéfique pour lui. Donc les techniques d'anesthésie loco-régionale se sont beaucoup développées. Pourquoi? Elles se sont développées, disons, depuis à peu près 6-7 ans, grâce à l'apport de l'échographie. L'échographie, pour tout à chacun, bon, c'est une technique, vous avez une sorte de sonde comme ça, et vous mettez dans la région que vous voulez, et puis vous voyez les tissus. Alors, nous, en anesthésie loco-régionale, ça va servir à quoi? À voir les nerfs. Parce qu'on va visualiser les nerfs grâce à l'échographie, donc c'est totalement indolent pour le patient, c'est totalement indolent. Il n'y a pas de rayon X comme un scanner, on va voir les nerfs, c'est au lit du patient, et ainsi, en voyant les nerfs, avec l'anesthésie loco-régionale, avec la petite aiguille, on va se rapprocher des nerfs sous contrôle de la vue et injecter notre anesthésique locale, c'est-à-dire comme chez le dentiste. Donc la fracture du poignet, on va piquer, on va faire une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire on va faire une échographie ici, repérer où sont les nerfs, avec notre aiguille, on injecte autour des nerfs l'anesthésique locale et le patient va avoir l'endormissement de son bras. Donc finalement, ces techniques, je dirais, loco-régionales ou ces anesthésies loco-régionales, ça coûte moins cher par rapport à l'anesthésie générale. Oui, ça coûte moins cher. Par exemple, une péridurale, c'est à peu près 7 à 10 fois moins cher qu'une anesthésie générale. C'est aussi moins coûteux en termes de soins infirmiers. D'hospitalisation aussi. D'hospitalisation, parce qu'on a déterminé ce qu'on appelle la réhabilitation précoce. C'est aussi une nouvelle donnée. Ça, c'est grâce à ces techniques-là, le patient se réhabilite plus rapidement post-opératoire et ainsi il peut sortir plus vite de l'hôpital, il rentre chez lui et ainsi ça se passe plus rapidement et mieux. Ça, l'anesthésie loco-régionale, ça a été déterminé dans de nombreuses indications que c'était plus intéressant. Et donc, par exemple, ces anesthésies, est-ce qu'aujourd'hui sont recommandées ou plutôt exigées par les patients? Est-ce que les patients aujourd'hui viennent vous dire oui, moi je veux faire opérer, mais parce qu'il a le choix, ou bien est-ce que le choix, il n'en demeure pas moins que c'est le choix, c'est entre ce que souhaite le patient et puis ce que l'anesthésiste va être capable de, pour chaque patient, de déterminer ce qu'il y a de mieux pour lui. Souvent, moi, j'ai des patients qui viennent, ah oui, j'ai très peur de l'anesthésie générale, je vais être endormi que localement. Et on s'aperçoit que c'est impossible de l'endormir localement pour des raisons purement d'indication chirurgicale. Donc, il faut essayer de lui faire comprendre, non, ça n'est pas possible. Après, l'anesthésie générale n'est absolument pas à mettre à la poubelle. C'est encore une excellente technique. C'est la technique de référence. Simplement, c'est un complément. L'anesthésie loco-régionale, ça fait partie de la palette qu'on peut proposer aux patients. Et chaque patient va, devant lui, on va essayer de déterminer la meilleure technique. Alors, quand vous avez le choix, technique d'anesthésie loco-régionale ou anesthésie générale, moi j'ai tendance à dire, bon, qu'est-ce que vous voulez comme technique? Parce qu'on arrive dans de nombreux cas, quand même dans l'immense majorité des cas, le patient n'a pas d'antécédent particulier et le geste chirurgical peut permettre les deux techniques. Donc, il faut bien comprendre que dans cette population-là, vous comme moi, eh bien, on n'a pas d'antécédent particulier. Les deux techniques vont être équivalentes en termes de réhabilitation précoce, de bénéfices pour le patient. Donc, moi, j'ai tendance à dire, bon, qu'est-ce que vous préférez comme technique? Je ne vais pas imposer une technique. Par contre, un bronchiteux chronique qui a fait des crises d'asthme graves, je vais avoir tendance à lui dire, écoutez, cette technique-là est plus intéressante pour vous, voilà pourquoi. Et on explique pourquoi. Quelqu'un qui a des anticoagulants, on ne peut pas lui faire de péridurale, on va lui dire, je ne peux pas vous faire de péridurale, vous allez avoir une technique d'anesthésie générale qui, ne vous inquiétez pas, c'est aussi très intéressant, etc. Donc en fait, on va dire que chaque cas est un cas et donc à chaque cas il y a une solution. Donc tout à fait. On ne peut pas dire effectivement que non monsieur, non madame, non. On ne peut pas vous opérer parce qu'il n'y a pas une technique pour vous adéquate pour l'anesthésie. L'anesthésie n'est absolument pas le frein à l'activité chirurgicale. On peut endormir tout le monde. Par contre,
effectivement, parce que nous faisons le bilan général du patient vis-à-vis de son acte chirurgical, là, il faut lui dire au patient, attention, là, il y a un risque par rapport au bénéfice de l'acte chirurgical que vous devez considérer en juste forme. Et là, c'est vraiment informer, parler au patient. Est-ce que vous acceptez un risque qui est quand même... Alors, il ne faut jamais dire de chiffres. Il ne faut jamais dire « Ah, vous avez un risque sûr de décéder ». Jamais faire ça parce que le patient, il s'en va en courant. Et il a raison. Non, il faut dire, voilà, par rapport à quelqu'un de 20 ans qui va se faire opérer d'un petit geste chirurgical, vous, c'est un geste chirurgical qui est un peu plus lourd. Et puis, vous avez ces antécédents-là qui vont être un petit peu ennuyeux. Est-ce que vous acceptez ce risque-là? Enfin, en France, c'est comme ça qu'il faut... Enfin, je pense que c'est partout pareil. Tout le monde doit faire ça. Les professionnels, voilà. Et c'est le patient qui va un petit peu décider, mais on l'a mis sur la voie. C'est pas lui qui va décider, parce que nous proposons et le patient dispose. Et effectivement, c'est lui qui doit prendre la décision terminale. C'est lui qui met sa signature à la fin pour dire « Ok, j'accepte le risque » ou « Non, je ne l'accepte pas ». Voilà. Alors, ça, on est dans la pathologie chirurgicale classique. Alors bien sûr, il y a le cancer. C'est une pathologie qui, bah oui, le cancer, si on ne fait rien, on vous opère. Si on ne vous opère pas, vous allez mourir. Alors là, c'est problématique. C'est vrai que le patient, il peut être guéri ou il y a une forte chance de guérison en l'opérant. Voilà. Là, si le patient est très fragile, là, on va être le premier, nous, le médecin, à dire « Ok, je vous explique, mais le patient comme nous, oui, mais il a un cancer. Si on le laisse comme ça, il va mourir. » Donc, ce risque-là, on va l'accepter, on va le prendre. Nous, les premiers, on va dire, bon, mais on expliquera aussi bien, voire mieux aux patients, oui, mais vous avez un cancer. Si on vous laisse comme ça, vous allez mourir. Donc, bien sûr qu'on va prendre le risque. Si vous acceptez, nous, on l'accepte. Parce qu'il faut bien se rendre compte aussi, des fois, on doit prendre un risque, on doit se dire, on va endormir ce patient-là, il est fragile, mais ça va être compliqué en post-opératoire. On le sait. Et on se dit... Bon, donc c'est toujours ce souci d'évaluation. Bien sûr, évaluation. Effectivement, vous venez donc de citer le mot cancer. Ce qui dit cancer dit malheureusement douleur. Énormément de douleur parfois. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut que je le dise maintenant, vous êtes en plus de l'anesthésiologie que vous pratiquez, vous faites aussi de travail sur la douleur. Vous travaillez sur la douleur. Donc aussi en matière, parce que finalement la douleur, elle peut être variée, elle peut être d'origine diverse, elle peut être rhumatologique, articulaire, justement il y a des maladies telles que surtout le cancer. Alors qu'en est-il justement disons de certaines techniques que vous utilisez pour justement soulager ou pour faire disparaître cette douleur? Donc est-ce que vous utilisez de l'anesthésie loco-régionale pour certaines personnes, ou est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose sur le traitement de la douleur? Alors, la douleur chronique, douleur qui dure depuis plus de 6 mois. Ça, c'est la définition. Parce que souvent, les gens... Ah oui, j'ai une 6 mois. Ça, c'est la définition internationale, douleur. Avec ses multiples composantes. Parce que quand on a mal depuis un certain temps, il y a beaucoup de composantes qui viennent se mettre en place autour. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des fois des retentissements sur le travail, sur la vie personnelle, etc. Donc, il y a toute une espèce d'évaluation médico-psychosociale autour de la douleur chronique. Il y a la douleur du cancer. Alors la douleur cancéreuse est multifactorielle et très particulière puisque vous avez le cancer qui va toucher des tissus, qui va atteindre les nerfs, les vaisseaux, qui va être d'autant plus impactant sur le patient. Donc ça c'est une maladie, comme on dit, c'est une maladie générale. Comme on dit, la douleur chronique du cancer est une maladie générale. Alors ça, il ne faut pas que le patient ait mal. On arrive très rapidement à des techniques comme d'anesthésie loco-régionale qu'on va utiliser en anesthésie et qu'on va utiliser pour le cancer. On accepte de prendre un petit risque, nous, en posant cette technique d'anesthésie générale, et le patient aussi va l'accepter, mais il faut soulager. Là, il faut être, entre guillemets, agressif, c'est-à-dire il ne faut pas que le patient il ait mal. Moi, je fais pas mal de chirurgie cancéreuse, il ne faut pas que le patient ait mal. Ça, c'est une maladie générale, donc on a une palette, anesthésie loco-régionale,
des techniques de radiofréquence, etc. Bon, ça c'est le cancer. Et puis le non-cancer, ça c'est l'autre. La douleur qui n'est pas cancéreuse. Ouais. Bon, c'est la polyarthrite rhumatoïde, donc les déformations articulaires, les pathologies neurologiques, les hernies discales, la sciatique, etc. Et bien sûr, vous allez utiliser les médicaments, des médicaments très bizarres, parce que souvent, certainement que des patients ont des médicaments comme des antiépileptiques. Ah, alors j'ai mais pourquoi vous me donnez un antiépileptique? Souvent, les patients me disent ça. Eh ben, c'est très simple. La douleur est liée, votre douleur chronique est liée à une irritation nerveuse. C'est le nerf qui est irrité. Alors, je vais vous donner un antiépileptique. Pourquoi? Parce que l'épilepsie, c'est une irritation des neurones, des nerfs du cerveau. Alors, eh bien, si ça calme là, ça va calmer votre nerf. Mais on ne le donne pas aux mêmes doses. On le donne en général à des doses plus faibles. Alors, ça, c'est les médicaments, par exemple. Donc, c'est des médicaments qui sont initialement pour l'épilepsie, qu'on a détourné, nous, médecins de la douleur, pour l'utiliser pour la douleur. Donc, il y a comme ça plein de médicaments qu'on utilise un peu de façon bizarre. Donc, bizarre dans le sens. Mais ça donne des résultats, bien entendu. Donc, c'est une déviation de l'utilisation habituelle. Et puis, des techniques d'anesthésie loco-régionale, bien sûr, qu'on va utiliser pour toute la stimulation médulaire. C'est-à-dire, c'est des petites électrodes qu'on met près de la moelle épinière par voie épidurale. Hein, on voit bien ce qu'il en est. Et puis, ça va un peu, ça va diminuer la douleur, etc., etc. Plein de techniques qu'on va utiliser pour la douleur chronique. Encore une fois, douleur qui dure depuis plus de 6 mois. Attention, parce que les patients vont dire, ah ben moi, j'ai mal depuis une semaine, donc j'ai une douleur chronique. Non, non, c'est 6 mois. C'est 6 mois, donc ça c'est la définition internationale de la douleur. C'est très particulier. Il faut que la douleur persiste au-delà de 6 mois. Mais en fait, toujours aussi en matière de douleur, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent des migraines. Hein. Ça, c'est aussi une pathologie malheureusement est-ce que vous arriviez, est-ce que vous aviez aussi... par exemple, mis à part les médicaments qu'on connaît de tous les jours, donc en matière de migraine, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des techniques avancées Alors la migraine, il y a la migraine du sujet jeune. Attention, la migraine, qu'est-ce que c'est? Il faut bien déterminer quand quelqu'un arrive, j'ai mal au crâne, souvent il dit j'ai une migraine. Et puis on lui a donné des médicaments pour la migraine. Et puis c'est en échec de tout. Il faut bien reprendre l'interrogatoire parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça n'est pas forcément une migraine. Vous pouvez avoir des maux de crâne liés à du stress, ce qu'on appelle les céphalées de tension. Ou alors, vous avez eu une migraine et puis vous avez pris beaucoup de médicaments, on vous a donné des médicaments. Et votre migraine s'est dénaturée, s'est dégradée. Et au lieu d'avoir des crises douloureuses récurrentes qui surviennent régulièrement, c'est le principe un peu de la migraine, votre migraine devient continue. Ça s'appelle les céphalées chroniques. Et puis, pour peu que vous ayez pris des médicaments, ça s'appelle les céphalées chroniques par abus de médicaments, parce que vous avez pris des médicaments, et c'est un peu les médicaments qui chronicisent votre migraine. Alors, voilà, c'est une particularité de ces migraines, ce qu'on appelle dénaturées. Alors, ça, c'est très difficile, parce qu'on va dire au patient, bon voilà, vous avez une céphalée chronique quotidienne par abus de médicaments, il va falloir qu'on vous sèvre des médicaments. Alors, le patient... il vous regarde comme ça, et vous allez récupérer votre migraine. Alors là, il dit, bah oui, mais j'ai plus de oui, mais j'ai pas trop envie, parce que vous allez me dire que je récupère mes... Bah oui, mais... Et là, on traitera votre migraine de façon efficace. Alors ça, c'est la situation la pire, la plus compliquée, d'accord? Donc, céphalée chronique par abus de médicaments, céphalée chronique quotidienne, c'est synonyme. Alors, il y a pour la migraine, il faut faire très attention, parce qu'il y a des médicaments, ce qu'on appelle les triptans, le Relpax, enfin, des médicaments qui sont depuis 15 ans, qui ont été mis sur le marché. Ça a révolutionné la prise en charge de la migraine. Malheureusement, ils ont été donnés trop rapidement, trop facilement, parce qu'ils sont merveilleux. C'est vrai que des migraineux qui ont connu avant et après ces médicaments-là, ils ont dit c'est le jour à la nuit. C'est vrai. Mais le problème, c'est que justement, on en prend. C'est très facile d'en prendre, on en prend, et puis on dénature la migraine, et la migraine devient continue, et puis on en revient à ce qu'on disait, la toxicomanie. Alors en médicaments, on appelle ça toxicophilie. Philie, j'aime, toxique, les médicaments. En fait, toxicophilie, médicaments. C'est une sorte de toxicomanie aux médicaments. L'accoutumance médicaments. L'accoutumance aux médicaments, et on devient et on devient habitué. Et ça devient moins efficace. Et on en prend de plus en plus. Et ça devient un cercle infernal. Donc, il y a diverses techniques pour calmer ça. Moi, je fais de l'hypnose. Donc, c'est vrai que l'hypnose est intéressante pour ce genre de choses. L'hypnose, à l'heure actuelle en France,
je parle en France, les douleurs, les céphalées, maux de crâne, les céphalées de l'adolescent, le premier traitement, c'est l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'en général, ce n'est pas de la migraine, c'est d'autres choses. Et le patient, ce n'est pas faire de l'hypnose qui est intéressant, c'est de lui apprendre à faire de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, on lui apprend nos techniques d'hypnose, on l'éduque à, tiens, tu as un peu mal, tu vas faire ta séance d'hypnose pendant un quart d'heure, tu te mets au calme et tu vas faire de l'hypnose. Donc c'est vraiment le traitement qui est reconnu, la céphalée, le maux de crâne de l'adolescent, qui est en général, c'est pas de la migraine, c'est d'origine, bah, ça marche pas bien à l'école, etc. Mais bon, peu importe, il faut régler le problème, bien sûr. Et puis, donc des facteurs qui ne sont pas forcément organiques. Tout à fait. C'est l'implication de beaucoup de facteurs. Ouais, voilà, il peut être. Moi, j'ai des enfants, des adolescents qui sont embêtés par des copains, les réseaux sociaux. On dit des choses sur eux sur les réseaux sociaux, etc. Donc attention. Alors, faut trouver la cause et puis on va l'aider quand même, parce qu'il faut toujours en amont trouver la cause et puis l'aider. L'hypnose est intéressante plutôt que les médicaments. Donc ça a prouvé un peu ces résultats que ça donne, disons, des résultats satisfaisants par l'hypnose contre la douleur. Pour l'anesthésie, l'hypnose en anesthésie. Alors attention, parce que souvent les patients viennent me voir et me disent « Ah, dites donc, j'aimerais bien avoir une technique d'hypnose pour une prothèse de hanche. » Prothèse de hanche, acte chirurgical lourd, enfin assez lourd, on ne peut pas y arriver en hypnose. Les actes chirurgicaux assez simples, comme un canal carpien, c'est-à-dire libérer le nerf ici, ou une thyroïde, ça a été démontré, c'est-à-dire chirurgie de la thyroïde, on peut le faire sur hypnose. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer? On met le patient en hypnose, c'est-à-dire que l'hypnose, c'est quoi? C'est une dissociation du cerveau. Là, on est là en train de parler. Et puis tout d'un coup, je ne vais pas m'hypnotiser là. Non, mais tout d'un coup, je vais vous dire, pensez à quelque chose de très agréable. Tiens, eh bien, quand j'étais sur le bord du Saint-Laurent, la dernière fois, c'était très agréable. Et puis, vous allez vous mettre en hypnose. Plutôt que d'être avec moi, vous allez vous mettre en hypnose. Pensez à ce moment agréable. Bon, c'est ça. Le cerveau se dissocie. Ça n'est pas de l'endormissement, ça n'est pas du sommeil. C'est simplement, au lieu d'être dans une situation agréable, on va dire au cerveau, pense à quelque chose d'agréable. C'est ça la base de l'hypnose. Donc, on va penser à quelque chose d'agréable. Donc, le patient pour la chirurgie de thyroïde, on le met dans une situation d'hypnose, pensez à quelque chose d'agréable. Et que fait le chirurgien? Il fait une anesthésie locale très intense, donc, il y a très une importante, anesthésie locale complémentaire. En plus de et là, dissociation. effectivement, après, et là, ce qui va être intéressant, c'est quand le chirurgien fait cette anesthésie locale, vous avez le patient qui est en train de grimacer. Alors on se dit, oula, il a mal. Et quand on est sorti de l'anesthésie, on lui dit, vous vous souvenez de ça? Et le patient est capable de vous dire, oui, je me souviens, mais ça n'était pas désagréable. Je me souviens qu'on me piquait, mais ça n'était pas désagréable, puisque moi, de toute façon, j'étais ailleurs. Le cerveau était ailleurs. À Saint-Laurent. Voilà, exactement. Oui, justement, il faut dire, Saint-Laurent, c'est ici à Montréal, c'est au Québec, et nous sommes au Québec. Voilà. Et donc, en fait, oui, donc, on a fait quand même le tour de la question en abordant plusieurs thèmes en même temps, et puis on est arrivé à la douleur, justement. Oui, c'est vrai que ce qui dit anesthésie dit le combat de la douleur, donc ça en fait partie, et que la douleur est devenu un véritable problème, je dirais, de santé publique, puisque les douleurs sont d'origines diverses, y compris la douleur psychologique, comme vous dites, où des fois on n'a absolument rien du tout sur le plan organique, avec tous les examens complémentaires qu'on pourrait peut-être effectivement faire, du scanner jusqu'à toutes les analyses du sang, et que tout reviendrait normal, et pourtant la douleur elle est là. C'est aussi là peut-être où l'hypnose serait peut-être importante. Oui, parce que dans ces cadres-là, lorsque vous avez une douleur purement psychologique, lorsque le patient est en hypnose, c'est très facile, il n'a plus mal, le patient. Dans une douleur liée à une composante organique, le patient a toujours mal, il est capable de le dire, mais c'est vécu beaucoup plus agréablement. Et en sortie d'hypnose, il dit « Ah oui, c'était très agréable » et le niveau de douleur baisse.
C'est ça qui est intéressant sous hypnose. Et il y a un effet rémanent, c'est-à-dire que ça dure. Et puis ça remonte après, mais il est susceptible de mieux gérer la douleur. Justement, c'est de l'autogestion en plus. C'est le patient qui fait tout lui-même. Il y a aussi une autre composante, c'est dans les douleurs, c'est ce qu'on appelle les douleurs chroniques post-opératoires. Alors ça, c'est les amis chirurgiens ne vont pas beaucoup aimer. C'est-à-dire, c'est une douleur qui dure plus de 15 jours après un acte chirurgical. Alors, c'est nouveau, hein, c'est 3-4 ans qu'on commence à en parler, c'est-à-dire vous venez pour une prothèse de hanche, le chirurgien, vous aviez mal, donc une douleur préopératoire, le chirurgien vous opère, c'est son job. Et puis vous ressortez avec une autre douleur, enfin vous avez en post-opératoire, à distance, une autre douleur différente de la douleur préalable. Alors là, c'est ce qu'on appelle les douleurs chroniques post-opératoires. Ça, les chirurgiens n'aiment pas trop parce que le patient... du chirurgien. Et bien entendu, c'est ce que je dis toujours aux patients et aux chirurgiens, ça n'est pas de sa faute. Il a bien été obligé de vous opérer. Mais dès qu'on ouvre quelque part dans le corps humain, on crée des lésions. Donc pourquoi chez vous, il y a une douleur de la cicatrice et puis une douleur devant ? Ça, c'est très difficile. C'est là le métier de médecin de la douleur. C'est qu'on doit évaluer et puis trouver des solutions pour effectivement diminuer cette douleur post-opératoire qui se prolonge. Alors, moi je dis toujours, laissez le chirurgien de côté, il n'est pas responsable de ça. C'est ni vous, le douloureux chronique, il a toujours cet esprit de culpabilité. Mais pourquoi j'ai mal? C'est de ma faute. Non, c'est pas forcément de ça. Dans l'immense majorité des cas, même tout le temps, ça n'est pas de sa faute. C'est comme ça. Maintenant, il faut l'accepter. Oui, l'accepter. Déjà, l'acceptation, c'est important. Et puis après, je vais vous aider à la gérer. Et puis, on va trouver des solutions pour essayer de vous améliorer. Donc, est-ce que, justement, dans votre service, aujourd'hui, est-ce que vous pratiquez l'hypnose? Oui, je pratique l'hypnose avec aussi une infirmière. Et effectivement, on a beaucoup d'hypnose, de situations d'hypnose qui permettent de... Effectivement, la douleur chronique, quand on a une consultation de douleur chronique en France, ça veut dire que le généraliste est un peu embarrassé, ennuyé, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il a utilisé un certain nombre de médicaments et il nous adresse... On est un peu le recours, le deuxième niveau de soutien. Bon, donc effectivement, on a plusieurs... Comme tout à chacun, il faut avoir, comme tout médecin qui est plutôt spécialiste de quelque chose, les intensivistes, les réanimateurs vont avoir diverses techniques. Nous, en douleur chronique, on va avoir diverses techniques et on va essayer de les utiliser. L'hypnose fait partie de la palette qu'il faut avoir. Moi, je pense vraiment qu'il faut savoir faire de l'hypnose parce que ça rend de grands services. Et même si ça va... La douleur chronique, c'est une maladie chronique. Vous avez un asthme, vous avez un diabète et vous avez une douleur chronique. Ce sont des maladies qu'on ne guérit pas. On a des médicaments pour les atténuer, mais on n'en guérit pas. Eh bien, la douleur chronique, c'est une maladie. C'est-à-dire c'est exceptionnel qu'on en guérisse. Il faut vivre avec, et bien sûr, il faut soulager. Oui, c'est là où on dit aux patients, je vais vous soulager, je vais essayer de vraiment la diminuer le plus possible, vous aider, c'est sûr, mais on ne guérit pas d'une maladie chronique. Une maladie chronique, un diabète, une hypertension, on n'en guérit pas. Alors oui, une hypertension, un traitement, je prends un comprimé, mon hypertension est stabilisée, mais j'arrête mon traitement, l'hypertension reprend. C'est le principe de la maladie chronique chez l'homme. C'est l'être humain, c'est ça, c'est une maladie qui ne guérit pas. Oui, ça c'est important, ces notions, parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ignorent ces notions qui sont fondamentales. Je cite l'ulcère par exemple, voilà. Il y a des gens qui sont ulcéreux et qui vous disent j'ai guéri, alors que l'ulcère est une maladie chronique qu'on doit stabiliser, qu'on doit vivre avec. C'est là, je pense, l'importance des messages qu'est la discipline du patient, surtout pour la chronicité. Alors si le patient n'est pas discipliné, automatiquement, effectivement, ces maladies ne peuvent pas être bien maîtrisées, bien contrôlées, et là, ça va faire un cercle vicieux et consommation peut-être excessive de médicaments, consultation répétée chez le médecin. Nomadisme. Exactement, alors qu'en réalité, la problématique, c'est tout simplement aussi la discipline. Et c'est là aussi notre rôle, c'est la raison pour laquelle je pense notre émission existe et qu'on essaye à faire passer des messages qui sont très simples à la population. Justement, donc toujours dans le cadre de votre présence, et il faut le dire que vous êtes ici à Montréal, donc participant à ces journées, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes venu ici à Montréal assister à des journées, un congrès international sur la ventilation artificielle qui regroupe des professionnels de la santé ici à Montréal pour quelques jours.
Et durant ce congrès, comme tous les congrès, bien sûr, scientifiques et médicaux, il y a plusieurs thèmes. Donc des thèmes qui concernent d'abord les professionnels de la santé. Nous, on a essayé surtout de s'adresser au large public pour essayer de passer les messages qui intéressent la population et aussi qui intéressent les professionnels de la santé. Maintenant, on va essayer peut-être beaucoup plus de consacrer, je dirais, quelques notions à travers ce congrès aux professionnels de la santé. La Société internationale de ventilation artificielle, donc le siège ici à Montréal. Donc, elle organise ces journées qui sont à l'attention des professionnels de la santé, c'est-à-dire des médecins intensivistes, des anesthésiologistes, des inhalothérapeutes, des infirmières, etc. Qu'avez-vous à nous dire, disons, à propos de cette société? Comment vous trouvez le programme? Est-ce que vous le préconisez à d'autres professionnels de la santé? Quel est le thème qui vous a peut-être le plus accroché? Comment vous avez décidé à dire « Ah, voilà, oui, je vais assister à ces journées-là » ? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a affaire à des experts internationaux, de tous horizons, Alain Mercat, d'autres professionnels, qui vous font des cours qui sont adaptés à plusieurs publics, mais qui sont d'un niveau excellent parce qu'ils ont fait la synthèse. C'est-à-dire, ils ont pris tous les articles internationaux, leurs pratiques quotidiennes, et ils nous sortent un message très pratico-pratique, avec un peu de littérature pour qu'on comprenne bien. Surtout, bon, ils ont une pédagogie que je trouve qui est quand même très intéressante. C'est pour ça que c'est vraiment, moi je le savais, mais ça m'a conforté. J'ai pas du tout été surpris, et au contraire, j'ai été très séduit. Ce sont des experts internationaux qui font passer un message, mais de façon basique, très simple, non pas simplifié, parce que voilà, ils s'appuient sur de la littérature, ils sont capables de donner les raisons pour lesquelles il faut faire cette technique-là, mais voilà, ils donnent leur point de vue. Bon, il n'y a pas de polémique à avoir de toute façon, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est ça qui est important. C'est moi j'ai plusieurs messages dans ma tête. Ah oui, là il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je sais pourquoi je fais ça, parce que je l'ai appris, mais là ça c'est un peu plus. Ah bah tiens, ça, je vais peut-être plutôt faire ça comme ça maintenant, désormais, etc. Donc c'est vraiment des mises au point, et des mises au point de très haut niveau, parce que c'est des experts, encore une fois, experts internationaux au sens noble du terme. Donc en fait, oui, justement, c'est pour cette raison on insiste là-dessus pour faire passer le message. Donc il y a quand même un échange d'expériences de partout, c'est-à-dire d'Europe, d'Amérique, etc. Et on a un consensus. Un consensus pour le bien du patient. Tout à fait. Parce qu'il faut bien le dire que tout ça, c'est pour le bonheur de nos patients d'une manière générale, un peu partout, hein, qu'ils soient en Europe ou ici. Et ça s'appuie sur les études et non pas... Tiens, je pense qu'il faut faire ça, comme les experts disent. Dans mon service, je fais ça. Non, il y a des fois, moi je fais ça, ils l'ont dit, moi je fais ça dans mon service, mais voilà comment il faut faire. Et c'est un petit peu différent, c'est à la marge, mais voilà, ils sont capables de dire, bah, moi j'ai fait ça pour mes raisons, mais voilà ce que dit la littérature, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Et ça, c'est pour ça que c'est important, intéressant. Et puis, on a pu dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Bah, parce que c'est interne, dans le service, etc. Donc, c'est pour ça que c'est cet échange qui a été très intéressant. À chaque fois, on peut vous lever la main pour poser des questions. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Le dire que ces journées vont aboutir à un diplôme, hein, donc un diplôme et une reconnaissance de participation qui s'appelle le diplôme de ventilation... le DIVA. Le diplôme international de ventilation artificielle. Voilà, le DIVA. Donc, est-ce qu'aujourd'hui en France, les gens commencent à découvrir de plus en plus, comme en France, il y a le diplôme universitaire en réanimation, voilà. il faut le rappeler. En France, vous avez la réanimation médicale, où il y a plusieurs spécialités qui peuvent faire ce diplôme. Et puis, vous avez des diplômes universitaires, c'est-à-dire c'est des diplômes qui permettent d'avoir une formation complémentaire sur ces sujets. D'ailleurs, je vous dis tout simplement encore une fois merci
d'avoir aussi consacré cette soirée pour nous. Et c'est peut-être quelques petites questions. Je pense que le technicien commence à me dire qu'on est arrivé presque à la fin de l'émission. Moi, j'aimerais bien rester encore peut-être 2 heures ou 3 heures avec notre collègue qui nous est venu de France, puisqu'il nous a beaucoup enrichi par ses connaissances et puis ce qu'il a surtout en matière de l'hypnose, parce que moi je ne savais pas que l'hypnose pourrait évidemment être une thérapeutique contre la douleur. Mais en fait, aussi aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que, par exemple, en matière des médias sociaux, aujourd'hui, est-ce que des vidéoconférences conjointes entre, par exemple, les professionnels de la santé pourraient aussi être utiles dans les échanges des connaissances, sans toutefois être obligés de se déplacer, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans cette notion de mondialisation et qu'aujourd'hui je pense que toutes les sociétés vivent, je dirais, les mêmes peut-être problématiques. Je parle en matière de santé. Donc l'obésité est devenue un problème mondial, c'est pas uniquement l'apanage des pays industrialisés, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, donc les maladies, comme vous dites, la grippe, donc qui est devenue aussi sans frontières. Donc qu'avez-vous peut-être aussi à nous faire passer comme un message dans ce sens-là pour justement la communauté scientifique d'une manière générale? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait aussi développer surtout ces vidéoconférences, c'est-à-dire qui peuvent être accessibles à tous? Alors oui, alors ce diplôme, enfin cette formation est quand même est axée sur les professionnels. Après, il faudrait effectivement développer surtout la prévention. Prévention, évaluation, c'est ce que je disais, prévention des maladies chroniques, l'hypertension artérielle, l'asthme, la bronchite chronique. Effectivement, alors les professionnels, les experts doivent donner leur avis sur le contenu de certaines émissions ou de certaines utilisations par les médias, YouTube, que sais-je, il y a plusieurs solutions. Effectivement, les experts doivent donner le contenu. Après, le contenant, ça, une émission de télévision, c'est, je pense, accessible à la réalisation, mais effectivement, les experts doivent donner le contenu. Le contenu doit être surveillé. Moi, je vois là en ce moment, en France, on a la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est la maladie, c'est une maladie bactérienne qui est médiée par les tiques. Vous faites piquer par une tique, et vous avez une maladie infectieuse. Alors, ça vous donne des articulations douloureuses, de la fièvre, des maladies, enfin des douleurs musculaires. Bon, ça c'est la maladie de Lyme. Et puis, ça a été un peu détourné par les réseaux sociaux, par d'autres personnes, même des médecins, et puis qui ont dit « Ah, beaucoup de maladies sont liées à la maladie de Lyme. » La fibromyalgie, je pense que ça existe aussi forcément chez vous. La fibromyalgie, ah bah il y a beaucoup de fibromyalgie qui sont liées à la maladie de Lyme. Et puis, bah non, les experts de la maladie de Lyme se sont réunis, ils ont dit « Non, ça suffit ». On arrête, la maladie de Lyme va être responsable de ça, de ça, de ça, mais pas de tout. Voilà. Et ça, c'est important que les experts disent, parce que c'est eux qui savent, ce sont les sachants. Donc, de lutter ils savent contre la désinformation. Et voilà, parce que l'information amène de la désinformation. En France, on a une campagne anti-vaccinale qui est assez difficile à vivre pour les médecins, et ça rejoint un peu la maladie de Lyme, et c'est essentiellement basé sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de personnes anti-vaccins utilisent les réseaux sociaux pour faire passer des messages inutiles et dangereux. Et ça il faut faire très attention donc, au contenu. Je pense que c'est les experts, ceux-là, doivent être capables de dire, tiens, voici ce qu'il faut faire passer comme message. Eh bien, monsieur le journaliste fait une émission sur voilà le message. Oui, en fait, moi, je pense que on a fait le tour un peu de la question, surtout du contenu de ces journées. C'est vrai qu'il y a beaucoup
j'allais dire, d'intitulés trop techniques. Hein, oui, donc, et moi, j'ai pas voulu tout simplement les citer parce que sinon, notre émission s'adresse au large public. Donc, on essaye d'être le plus simple possible dans notre langage, dans le choix de nos mots. En fait, c'est ça l'objectif de notre émission Neurones sur la chaîne notre chaîne de télévision, la chaîne de la diversité. Alors, en résumé, dans l'intitulé, parmi les intitulés de ces journées-là, il parle du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Voilà, c'est le terme technique, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ça veut dire que j'ai un problème respiratoire aigu qui va malheureusement peut-être, si je ne le prends pas en charge, il va finir peut-être par justement une intubation, un tube dans la trachée que je finis aussi sous un respirateur. Donc il faut le dire que cette ventilation de ces personnes ou de ces patients qui ont le syndrome de détresse respiratoire aiguë a fait l'objet, je dirais, de pratiquement quasi-totalité du débat, n'est-ce pas ? Au niveau entre les professionnels que vous êtes, qui se sont réunis durant ces journées. Alors, sans rentrer dans les détails, puisque c'est un problème purement et simplement technique, moi je dirais, est-ce que ce syndrome de détresse respiratoire aiguë est plus fréquent par rapport à, est-ce qu'il est fréquent en France, par rapport peut-être ici au Québec, au Canada, ou vice-versa? C'est la même fréquence, le SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, à la même fréquence dans tous les pays occidentaux. Il n'y a pas une prévalence d'une population particulière, un peu plus. Voilà. Il y a effectivement des moments précis. La grippe, on a plus de SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë au moment de la grippe. Il y a des épidémies très particulières qui, dans certains pays, vont occasionner effectivement plus de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais c'est la pathologie des pays occidentaux. Malheureusement, le SDRA en Afrique, il existe, ou dans des pays malheureusement moins développés que les nôtres, mais il n'y a pas tous les moyens, les réanimations sont excessivement rares et en général pauvres, donc moi j'ai des collègues ivoiriens, c'est très compliqué, quoi, hein. Ils ont des syndromes de détresse respiratoire aiguë, ou des collègues sénégalais, et c'est le manque des moyens techniques. Bien sûr. Ça, il faut le dire effectivement que les spécialités telles que la réanimation, les soins intensifs, l'anesthésiologie, oui, c'est vrai, la recherche se développe, la théorie, les idées, etc. Mais en parallèle, il faut justement développer les moyens, le développement technologique, hein, les appareils, etc. Et malheureusement, ceci, comme on dit, souvent, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût, et malheureusement, des fois, les médecins, ils se retrouvent désemparés en face de cette difficulté d'avoir les moyens, comme on dit, d'avoir le plateau technique tout équipé, et ils se retrouvent en train peut-être d'utiliser, comme on dit souvent, les moyens de bord pour sauver les patients, pour dire que effectivement il faut rendre hommage à des collègues qui utilisent leur intelligence pour trouver des solutions aux patients par défaut de moyens. Sur cette note, moi, mon technicien, il m'indique qu'effectivement, on est arrivé à la fin de l'émission. Et donc, moi, je préfère vous donner le mot de la fin, c'est-à-dire que si vous permettez, c'est-à-dire que vous êtes venu ici à Montréal, et j'estime que ce n'est pas pour la dernière fois, donc que vous allez revenir et qu'on va vous réinviter encore, et que vous serez dans nos studios. Et peut-être, pourquoi pas, un jour, on va se déplacer effectivement en France, à Angers, à la douceur angévine, hein, c'est ça, donc connu cette ville là où il fait très beau, hein, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, là où le soleil brille tout le temps. Et donc, encore une fois, moi je vous remercie de nous avoir fait l'honneur et de votre présence. Alors, je préfère vous laisser le mot de la fin, c'est-à-dire qu'avez-vous effectivement à peut-être passer comme message d'abord à notre télévision, qui est, je dirais, un nouveau-né, hein. C'est un nouveau-né qui a pratiquement même pas une année, il a 6 mois,
Donc notre directeur est en face de moi et qui est en train de me faire ça veut dire 6 mois. Nous sommes encore un bébé, c'est-à-dire dans le langage médical, on est un nourrisson, n'est-ce pas? Et ce nourrisson, il mérite d'être nourri, d'être aussi entretenu, et nous sommes en train de grandir petit à petit. Et nous le souhaitons que nous allons dans le bon sens et que notre chaîne serait effectivement une véritable chaîne avec tous les moyens. Donc je préfère vous donner le mot de la fin, docteur Le Barrier. Eh ben, Mohamed, je vous remercie de m'avoir invité. On a pu parler, échanger sur plein de sujets. À Angers aussi, il y a une télévision qui s'appelle Angers Télé Douceur Angevine d'ailleurs. Eh ben, c'est une occasion, voilà. On va essayer de des relations. Elle a 15 ans, et puisqu'on a fêté les 15 ans cette année, j'espère que vous ferez aussi bien, voire beaucoup mieux que cette télé angevine, qui aborde exactement les mêmes sujets, divers et variés, comme vous dites, diversité. Donc comme quoi la diversité, ça n'est pas lié qu'à un pays, le Québec ou Angers. La diversité, ça existe. Bien, merci. Donc, il faut bien le dire, vous avez précisé, on est au Québec. Effectivement, le mot diversité, c'est notre devise. Et mesdames et messieurs, vous l'avez deviné, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'émission Neurone, qui vous remercie. Et je vous demande tout simplement de rester avec la télévision, votre télévision, la télévision de la diversité, la voix de la diversité, votre voix. Quant à moi, Mohamed, je vous retrouverai dans les prochains jours avec un nouveau numéro. Je vous remercie beaucoup et passez une belle soirée.